Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato parisien, à commencer par la deuxième recrue qui est enfin officielle. Ça fait des semaines qu'on l'attendait, des jours qu'il a fait le trajet Lisbonne-Paris. Je commençais à croire qu'il le faisait en char à voile tellement ça prenait du temps, mais c'est arrivé cet après-midi, l'officialisation par les deux clubs. Le joueur a posé avec le maillot parisien, contrat jusqu'en 2029, salaire de 5 millions, donc x10 par rapport à ce qu'il touchait au Benfica, et les déclarations traditionnelles. Marco Verratti est mon idole au PSG, j'ai parlé avec tous les Portugais du club et aussi Di Maria qui m'a dit que du bien de ce grand club, ce grand projet. Il a aussi rencontré ses nouveaux partenaires au campus aujourd'hui. Bien sûr, je parle de João Neves, le petit crack de 19 ans. On va en parler un peu plus longuement dans cette vidéo. Je vais pas vous mentir, je suis en vacances, donc vous m'excuserez d'abord pour les conditions rudimentaires. Bon, João Neves, l'officialisation, on le savait, ça fait 10 vidéos qu'on en parle. J'allais pas allumer la caméra en vacances pour ça. Par contre, ce matin, j'étais au jet ski. J'avais mon téléphone avec moi pour les photos et quand j'arrive dans le port, que je reviens, j'enlève le mode avion pour envoyer un message et là, je suis assailli de notifications. William Pacho, c'est fait, le PSG finalise l'accord avec Francfort. Même sur les détails, les modalités de paiement, les deux clubs sont d'accord, contrat de 5 ans, machin chouette. Bon, je me dis là, ça rigole pas, il va falloir annuler tout ce qu'il y avait de prévu cet après-midi. Pourtant les gars, pas de blague, j'avais un grand ciel bleu en Bretagne, voilà, assez rare pour le souligner. Et donc, on s'est renfermé tout l'après-midi pour préparer cette vidéo avec pour principal sujet le défenseur équatorien de 22 ans qui va donc rejoindre probablement, c'est pas fait officiellement. Fabrizio Romano n'a pas encore envoyé son Here We Go par exemple. Mais voilà, on est sur une piste typique Luis Campos qui filtre dans les médias quand les négociations sont à un stade très avancé où globalement tu négocies que des trucs administratifs. Voilà. Bon, après, c'est un peu logique que ça filtre. En fait, j'ai l'impression que ça filtre à partir du moment où les clubs, donc ceux qui ont intérêt à ce que ça ne filtre pas, ont tout négocié et que tu commences à appeler des gens, par exemple pour organiser la visite médicale, ou les avocats pour rédiger les contrats, les banques pour les chèques et tout ça. Et là, ça commence un peu à parler dans les médias. Et puis aussi quelques dossiers sur lesquels on reviendra qui sont bouclés, Xavi Simons par exemple, deux autres quasiment bouclé, mais pas dans le sens que le PSG le souhaiterait. On va parler un petit peu de tout ça. Bon, déjà, João Neves, enfin officiel, la bureaucratie a pris beaucoup de temps. Ça fait très plaisir quand même de signer un joueur de 19 ans, crack, bien sûr, toute la planète foot est d'accord pour dire ça, même si bien sûr, maintenant qu'il a signé au PSG, ses défauts vont ressortir plus facilement dans les médias et tout ça. Mais ça n'en reste pas moins qu'il a été scouté par toute la Première Ligue pendant toute la saison. Liverpool, Arsenal, les deux Manchester, Tottenham et tout ça. Vraiment, à chaque match, on disait, il y a les scouts et tout ça qui sont là-bas. Même cet été, il y avait des clubs de Première Ligue sur lui. Donc, ça me fait très plaisir de le voir nous choisir dès maintenant, surtout. Parce que au début de l'été, on pensait qu'il allait rester face aux exigences du Benfica, à savoir 120 millions, la clause ou rien. Voilà. Il va prendre le numéro 85 et ça me permet de faire un lien avec juste un truc tout bête. Le numéro 6 n'est toujours pas attribué depuis le départ de Marco Verratti en fait. Warren, au moment de sa prolongation, on aurait pu lui refiler le 6. Ça aurait fait un petit peu plus de vente de maillots par exemple. Vitinha, aujourd'hui sur la boutique, il est toujours numéro 17 en fait. Et le PSG a officialisé et le maillot domicile et le maillot extérieur. Je suppose que Vitinha étant un des meilleurs joueurs de la saison passée, il y a déjà des gens qui ont acheté les maillots de la future saison avec Vitinha 17 ou Warren 33. Et donc, le numéro 6, je pense qu'il va rester encore tout seul cette saison. Voilà. Alors, à moins qu'on fasse Kimmich d'ici à la fin de l'été, mais là, ça relève un peu du fantasme. Mais c'est vrai que c'est un peu bête, sachant que les ventes de maillots vont sûrement baisser cette saison. On compte sur Lee Kang-in pour limiter la casse. Si tu avais changé Vitinha ou Warren pour le 6, bon, ça t'aurait boosté le truc, tu vois. Mais là, visiblement, ça va être un maillot toujours vierge cette saison. Côté Benfica, comme ils sont cotés en bourse, c'est comme Porto au moment du transfert avec Vitinha, ils sont obligés de publier publiquement le montant très exact du transfert. Donc, c'est 59 921 000 euros. Alors, j'ai pas les centaines, les unités, les dizaines. Donc, voilà. La base fixe, c'est un tout petit peu moins, 80 000 euros de moins que 60 millions. Et avec les bonus, ça va jusqu'à 69 908 000 euros. Donc, on est bien dans tout ce qui était dit dans les médias. Bien sûr, c'est une bonne affaire au vu de ce qui était prévu initialement. Donc, d'un point de vue
relatif, bien sûr que c'est très bien. D'un point de vue brut, voilà, c'est un transfert qui se hisse très haut dans l'historique, évidemment, du PSG. Comme je disais dans une précédente vidéo, Cavani, Di Maria, tout ça, même si on me l'a justement signalé dans les commentaires, les transferts auxquels je fais référence, c'était à une autre époque, avec un marché assez différent. Tout simplement, aujourd'hui, on est face à une inflation absolument inédite, et discuter des prix, ça paraît assez voué à l'échec, en fait, parce que tout est surpayé aujourd'hui. Bref. Ce qui est intéressant, c'est que 10% de ce montant va aux intermédiaires. Donc, Jorge Mendes, pour le gros des intermédiaires, je pense que c'est lui, va prendre entre 6 et 7 millions d'euros sur ce transfert. Là, on peut le dire, la soupe, elle est bonne. La soupe, elle est bonne, pour reprendre un Romain bien connu, plus que moi. Passons donc à William Pacho. Bien sûr, João Neves et tout ça, joueur que j'apprécie, je suis très content de l'avoir. J'ai hâte de voir ce que Luis Enrique va faire de lui et surtout de sa complémentarité avec Vitinha. Je pense que ça va surtout échanger pas mal au cours d'un match au niveau des positions. Parce que c'est vrai que João Neves en 6, ça peut être pas mal, mais il faut pas non plus le brider par rapport à son volume de course, son volume de jeu qui est plutôt bon, ses capacités au contre-pressing et son appétence au duel. De l'autre côté, tu as Vitinha qui a des qualités avec ballon peut-être meilleures que Neves plus haut sur le terrain, même si Neves, je pense, semble meilleur que Vitinha dans la conduite de balle. Par exemple, pour porter le ballon, le garder, ce côté un petit peu destructeur, se faufiler. Les dribbles aussi. Donc on va voir ce que Luis Enrique va faire de tout ça. William Pacho, c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Déjà, personne l'a vu venir. Les insiders de Twitter et machin chouette ne l'avaient pas. Même les grands médias. Faut signaler que dans l'équipe, il y a quelques jours, on nous disait le PSG a délaissé le poste de défenseur déjà. Ensuite, on nous disait peut-être qu'ils reviendront en fin de mercato, mais c'est pas une priorité. Et au final, ce matin, c'est pas un média français, c'est Florian Plettenberg qui a eu l'exclusivité de l'intérêt du PSG pour Pacho, le défenseur de Francfort. Alors, grosso modo, tous les médias ont eu l'information en même temps, donc ça semble être la même source qui a orchestré tout ça, mais c'est Plettenberg qui l'a sorti en premier. C'est Plettigol, pour ceux qui ont Twitter. Faut le signaler, je le fais parce que c'est pas quelqu'un que j'aime des masses. Souvent, il est un peu à la solde du Bayern, c'est un peu le porte-parole et tout ça, et ces infos, vont un peu dans le sens du vent ou dans le sens de ce qu'on lui dit. Mais voilà, c'est pour une fois lui qui a été le premier, même si les autres avaient 2 ou 3 minutes de retard. Fabrizio Romano qui s'est aussi un peu mouillé, parce que lui, il a parlé du deal fait, il a sorti aussi le montant, 40 millions plus 5 de bonus. Loïc Tanzi, pareil. Loïc Tanzi, lui, ce qui est à mettre à son honneur, c'est que c'était le premier à dire, quand on a perdu les Ligneros, que Luis Enrique a soufflé l'idée de recruter un défenseur central gaucher, alors qu'à la base, c'était vraiment un droitier qui était visé. Peut-être que sur le côté droit, on est bloqué par le fait qu'on n'arrive pas à vendre. On est peut-être conditionné à un départ de Mukiele, par exemple, qui touche 8,5 millions de salaire. Donc c'est vrai qu'en matière de masse salariale, ça te bloque. Skriniar, Danilo, Marquinhos à ce poste-là. De l'autre côté, vous me direz, il y a Lucas Hernandez et Kimpembe qui ont aussi des salaires de titulaires, mais Beraldo qui est arrivé avec un salaire moindre aussi. Donc c'est vrai que Loïc Tanzi était le premier à dire que le PSG peut-être recruterait un gaucher, et au final, c'est chose faite. Voilà. Comme je l'ai dit plus tôt, on est sur une piste Luis Campos qui fuite quand les derniers détails restent à régler. Ce qui est marrant, c'est que les journalistes insistent bien sur le fait que les deux clubs sont quasiment d'accord sur les modalités de paiement. On sait qu'avec les clubs portugais, c'est ça qui ralentit à chaque fois parce qu'ils veulent le plus de liquidité le plus rapidement possible. Benfica, João Neves, c'était typiquement ça. Avec Vitinha aussi, ça avait duré un petit peu de temps. Gonçalo Ramos aussi, je crois. Nuno Mendes, c'est à part parce qu'on l'a fait vraiment en 24 heures, sur les 24 dernières heures du mercato. D'ailleurs, c'est assez incroyable, c'était 40 millions plus 7, je crois, avec le prêt payant. 47 millions pour un latéral avec autant de potentiel qui était pisté à l'époque, on le rappelle aussi par Manchester City. Nuno Mendes, c'était un vrai intérêt en plus. Donc le dernier jour du mercato comme ça, aujourd'hui, on parle d'un transfert qui a été fait il y a que 3 ans, mais je sais pas si aujourd'hui, en 2024, c'est possible de faire ça le 31 août. Bref, déjà là, 5 août, tu recrutes un Équatorien à 45 millions avec les bonus. Donc voilà, sur cette question du défenseur gaucher. C'est vrai que ça, il y a certains qui disent le PSG va être embourbé. Déjà, Lucas Hernandez et Kimpembe, je pense qu'on peut pas compter sur eux sur cette saison, déjà.
Kimpembe, avant de le revoir faire une course à haute intensité ou alors démarrer un match de Ligue des Champions, il va falloir être patient. Lucas Hernandez, c'est janvier 2025 le retour, donc à la limite, s'il est là pour la fameuse Coupe du Monde des clubs en juin, c'est bien. Kimpembe, il y a eu une info qui dit que il s'entraîne plus avec le groupe parce qu'il a ressenti des douleurs musculaires. Alors, visiblement, c'est pas au tendon d'Achille, donc dans la zone de la blessure qu'il a éloigné 2 ans des terrains. Donc, c'est pas alarmant si c'est pas dans la zone. Parce que bien sûr, des douleurs musculaires quand tu reviens après une inactivité aussi grosse, c'est assez classique. Donc, j'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme. Mais j'ai quand même l'impression que de l'autre côté, Kimpembe n'entre pas vraiment dans les plans, dans le sens où Pacho me semble très proche de Presco dans le profil. On l'a prolongé cet hiver, c'était très classe de la part du club, de Nasser, on va pas se mentir, c'est lui. Donc pour une fois, le côté un petit peu je marche à l'affect de Nasser a été plutôt bon, parce que c'est vrai qu'on a été très classe. Cette prolongation, il fallait pas le laisser dans la merde avec sa blessure. Il y a eu une petite revalorisation, bon ça on aurait pu s'en passer, mais bon, c'est tonton Nasser, on va pas lui en vouloir. Mais avant la prolongation et avant la blessure, on sait que Kimpembe était un peu sur le départ. Il y avait eu la déclaration avant l'Euro 2021 où lui-même dit que ça peut être le moment pour aller voir ailleurs. Et ensuite, l'été suivant, quelques rumeurs comme quoi le PSG serait pas insensible à une offre venant de Première Ligue. Il y avait Chelsea par exemple sur les rangs, mais là, il a pris de l'âge déjà. Hein. Il a pris de l'âge, Kimpembe. Il n'est pas plus du tout dans les plans du projet Chelsea. Donc on va voir qui est-ce qui pourrait s'y intéresser. Mais bon, c'est vrai que cette piste, tout de suite, je vous avoue que j'ai quand même pensé à Presco parce que les deux, on est un peu sur des défenseurs un peu modernes qui arrivent à aller chasser, mais aussi à courir vers leur but parce qu'ils sont très rapides avec ballon. Bon, ils ont de la personnalité, mais c'est pas non plus des giga cracks, tu vois. Gaucher, bien évidemment, attiré aussi par les mêmes zones. Beraldo, il y a du coup un défenseur qui arrive dans sa zone. Moi, j'espère juste que Beraldo ne continuera pas à faire le pompier de service avec ce rôle de latéral gauche derrière Nuno Mendes. Faut signaler que Pacho est capable de jouer à ce poste-là. Il a joué des matchs à Francfort en tant que latéral gauche et on reviendra aussi sur le contexte tactique de Francfort. Donc Pacho comme Beraldo peuvent jouer à ce poste-là. Ça j'avoue que ça me gêne. Les défenseurs où on nous dit machin, ils sont polyvalents, ils sont capables de jouer latéral gauche. En général, quand tu les mets latéral, ça donne des matchs qui sont vraiment pas du tout qualitatifs, avec l'adversaire qui réussit à canarder de centre. Il suffit qu'il y ait un petit ailier droit chez eux qui est assez virevoltant et c'est terminé, tu prends le bouillon. J'ai trop en tête le match de Beraldo face à Kubo. Donc voilà. Après, de l'autre côté, à droite, ça peut permettre du coup à Skriniar de se pérenniser à son poste de prédilection. Si à gauche, t'as plus besoin de mettre Skriniar, il aura plus trop d'excuses s'il fait des mauvaises prestations, le Sovlak. Et ça pourrait aussi, toujours à droite, laisser éclore tranquillement Gadou. Gadou, de la formation et tout ça, qui est plutôt bon, défenseur très grand et tout ça. Donc on va voir. Ça m'étonnerait quand même que Gadou soit dans l'équation. Mais je le signale quand même. Voilà. Et comme j'ai dit plus tôt, je pense qu'à droite, pour recruter, on est conditionné à un départ de Skriniar, Danilo ou de Mukiele, mais l'année prochaine, voilà, Danilo devrait partir en fin de contrat. Mukiele, bon, je pense qu'il va quand même trouver preneur d'ici 1 an. Skriniar aussi, s'il fait une saison où il joue peu, il va vouloir se relancer. Là, pour cet été, c'est vrai que l'Arabie Saoudite n'a pas encore lancé les grandes manœuvres. Peut-être qu'ils vont se réveiller et que du coup, ils vont s'intéresser à certains de nos joueurs. Mais pour l'instant, il n'y a que Marquinhos qui les intéresse. C'est vrai qu'il a encore été cité à Al Ittihad il y a 15 jours. Voilà. Mais bon, lui, il semble pas intéressé. Et puis surtout, objectivement, Marquinhos, c'est notre meilleur défenseur sur la saison passée. Il a eu un pic de performance face au Barça notamment, qui m'a plutôt rassuré, disons. Donc, William Pacho, 22 ans, qui vient de Francfort. Déjà, après le transfert de Kolo Muani, ça fait quasiment 150 plaques de dépensées chez eux en moins d'1 an. J'espère que le transfert sera plus fructueux que celui qu'on a bouclé le dernier jour du dernier mercato. Là, on parle de 40 millions avec les bonus qui iraient à 45, 50 contrats. Très clairement, on est sur du chapeau B. Voilà, c'est du joueur seconde zone, c'est pas le chapeau A, c'est pas les 1 000 € en matière de potentiel, c'est pas Upamecano ou De Ligt en matière de référence, même si eux, ils ont aussi beaucoup de références en matière de boulettes et aussi des salaires assez conséquents. Mais tout ça pour dire que dans le chapeau A, cet été, il n'y avait pas grand monde. L'été dernier, c'est vrai qu'il y a eu du mouvement. Mais là, c'était quand même compliqué.
Au poste de défenseur central gaucher en plus, Bastoni à l'Inter, c'est imbougeable. Contrat jusqu'en 2028. Moi, c'est celui que je voulais. C'est imbougeable. Alors, il y avait Calafiori, c'est vrai. Il y avait Calafiori. C'est en plus le même prix que Pacho. Mais Arsenal était là. Peut-être que le joueur voulait Arsenal. Et Calafiori, ok, il a une bonne saison à Bologne. Ok, il a un bon Euro. Mais les joueurs qui surperforment dans des compétitions internationales, je me méfie. On en a un chez nous, Fabien Ruiz. Je suis quasiment persuadé qu'il n'atteindra pas le niveau qu'il a eu avec l'Espagne, avec le PSG. Et Calafiori, voilà. Bologne, c'était un système assez particulier. On va voir Arsenal. Ça n'en reste pas moins qu'il a des qualités. Mais je demande quand même à voir. Je suis quand même content qu'on ne bouge pas sur certains joueurs comme Gonzalo Inacio du Sporting. Parce que quand j'ai vu l'info de Loïc Tandy il y a quelques semaines, comme quoi le PSG voulait recruter un gaucher, je me suis dit, oula, ils vont aller sur Inacio. Au final, c'est bon, parce que lui, y a personne qui va dessus. Là, pour le coup, lui, il est vraiment pisté par personne. Il y a personne qui est capable de mettre les 60 millions que son club veut. Donc, c'est vraiment mauvais signe. Donc là-dessus, je suis plutôt content. Là, avec Pacho, on a quand même un joueur qui était pisté par Liverpool. Ça, c'était très insistant aussi. D'ailleurs, son club demandait 60 millions quand Liverpool s'y intéressait. Et du coup, nous, on boucle le deal à 40. Arsenal, Tottenham aussi, donc c'est forcément un joueur qui est coté. Il a été formé en Équateur dans un club très intéressant, Independente del Valle, c'est un club, je crois, de la banlieue de Quito, si je dis pas de bêtises, qui a été racheté en 2006 par un mec qui a vraiment tout axé sur la formation, en fait. Au-delà des aspects tactiques, il a investi dans les entraîneurs, les préparateurs physiques, les psychologues, pour former des hommes avant de former des joueurs. C'est ce qu'il a dit, là je me suis renseigné un peu, et c'est vrai que c'est une académie qui est très intéressante, parce qu'ils ont sorti beaucoup de joueurs. Déjà, Moïse Caicedo, que vous connaissez tous, transfert à 130 millions l'été dernier à Chelsea, il en vient. Il y a Piero Hincapié, défenseur du Bayern, Leverkusen. D'ailleurs, je pense que dans les commentaires, certains vont me dire « Ouais, j'aurais préféré Hincapié et tout ça ». Il vient aussi de là-bas. Il vient de là-bas. Je crois qu'il y a les 3/4 de l'équipe nationale équatorienne qui vient de ce club et de cette formation qui travaille très bien et qui est donc à surveiller. Tactiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'il mise sur un jeu de position. Donc un jeu comme Luis Enrique, avec la passe. Vraiment, il travaille beaucoup le jeu de passe, notamment le jeu long, les renversements et jouer sur la largeur. C'est ce que j'ai lu dans un article. Donc tout ça est plutôt proche du PSG finalement de Luis Enrique, donc c'est plutôt intéressant. Après, pour revenir sur Pacho, il est passé en Belgique, à Antwerp. Il a été transféré à Francfort l'été dernier pour 9 millions d'euros et donc ils font 30 millions de plus-value en nous vendant cette année. Certes, à Francfort, il jouait défenseur central gauche d'une défense à 3. Donc c'est très différent d'une défense à 4. Même si, en prenant le verre à moitié plein, on pourrait se dire que défenseur central gauche d'une défense à 3 en Bundesliga, finalement, ça ressemble au poste de latéral gauche au PSG. Donc peut-être que Pacho pourrait dépanner à ce poste-là. Moi, je pense que voilà, c'est deux postes similaires. J'assimile plus le poste qu'il avait à Francfort à celui de latéral gauche au PSG qu'à défenseur central gauche chez nous dans ce système à 4. On parle d'un joueur qui a quand même 140 matchs en pro, qui est international depuis quelques temps déjà, donc c'est plutôt intéressant. Quelques références, un petit peu d'expérience. 1m88, donc forcément une forte dimension athlétique. Quand je vous parlais un peu d'un côté similaire à Kimpembe, on est clairement dedans. Après, c'est pas forcément le meilleur dans les airs, et quand tu vois un peu les images, tu te dis que c'est un souci physique de détente, très clairement. Parce que parfois il gêne pas mal son défenseur sans sauter. Tu sens que il a un a priori en fait. Il se jette pas beaucoup. Alors, il a dit que son modèle c'était Thiago Silva. Donc, à quel point il est dans l'anticipation, il veut pas se jeter. C'est vrai que ça, par contre, même au sol, c'est un défenseur qui va pas trop se jeter, qui va pas trop tacler, tu vois. Peut-être que ça se retranscrit dans son appréhension du duel dans les airs, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il saute pas trop. Et bon, au meilleur des cas, il va réussir à gêner. Alors, il n'est pas non plus mauvais dans les airs, mais c'est vrai que pour 1m88, et surtout, c'était un vrai besoin pour le PSG, un joueur bon dans les airs, c'est un peu le défaut que je mets sur ce transfert. C'est vrai que là-dessus, ça me gêne un petit peu. À voir qui on recrutera du coup en attaque. Parce que si on décide de recruter un numéro 9 et que ce mec est bon dans les airs, pour les coups de pied arrêtés défensifs, pas pour les phases défensives bien sûr, mais pour les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs et tout ça, c'est vrai qu'avoir un numéro 9 qui est bon, typiquement un Victor Osimhen, là, maintenant qu'on sait que notre défenseur qu'on va recruter cet été n'est pas forcément bon dans les airs, ça va être un argument de plus. Voilà. Je dis ça parce qu'en attaque, Alvarez semble s'éloigner et aller vers l'Atlético Madrid. Bref, par contre, Pacho a une grande lecture du jeu. Comme je l'ai dit, Thiago Silva est son modèle, donc les positionnements sont très intéressants. Je pense qu'il a une meilleure appétence pour le duel
que Beraldo. Vous me direz, c'est pas très compliqué, parce que Beraldo, c'est vrai que ça me paraît assez timide. Là, Pacho, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt saignant, qui aime bien y aller. Et ce que je préfère dans ce deal, dans le profil, c'est la vitesse. C'est un joueur qui est très rapide. Comme il vient de Bundesliga, en plus, là-bas, c'est des grands espaces. Donc, on peut aisément affirmer qu'il est capable de défendre dans les grands espaces. Ça fait très plaisir. C'est ma qualité préférée. Marquinhos baisse en vitesse. Beraldo n'est pas lent. Je pense que Beraldo est plutôt un faux lent. Mais sur les premiers appuis quand même, il manque un peu d'explosivité. Kimpembe, Lucas, Hernandez. Bon, Lucas, déjà avant les croisés, il y avait des gros problèmes de vitesse. C'est vraiment ce qui m'a le plus déplu dans sa saison, notamment en poste de latéral gauche quand il était dans des 1 contre 1 et tout ça. Et même la gestion de la profondeur. Même sur le but où il se blesse face à Dortmund, s'il est un peu plus rapide, peut-être qu'il se blesse pas en fait, parce qu'il est pas en retard, tout simplement. Bon, Skriniar, Danilo, j'en parle même pas. Donc, Pacho, ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur rapide. Avec ballon, il a de la personnalité. Il a de la personnalité. Alors, c'est pas Beraldo, c'est aussi un gaucher. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que, comme tous les gauchers, il joue exclusivement sur son beau pied. Le pied droit, il en fait pas grand-chose. Le jeu court, il est plutôt bon pour trouver quelqu'un au sol, un petit peu, voilà, entre les lignes. Ça, c'est très bon. Par contre, quand il faut allonger, c'est un peu moins bon. C'est un peu plus délicat parfois. Voilà. Comme j'ai dit, ce profil me semble assez proche de Kimpembe, pareil, Kimpembe qui aimait bien porter le ballon, qui aimait bien faire des passes appuyées au sol, entre les lignes, dans l'axe. À Francfort, les consignes, c'est plus d'aller sur le côté gauche que dans l'axe, mais au PSG, ça pourrait changer, et il a déjà démontré par le passé qu'il est capable, voilà, d'aller chercher la densité et l'interligne. Donc voilà, on va voir comment ça va se goupiller. Il a été éliminé de la Copa América avec l'Équateur le 5 juillet. Et donc, il a repris l'entraînement déjà avec Francfort. Il a même joué un match amical le 31 juillet, donc il y a 6 jours. Donc, bon, s'il signe à la fin de la semaine, il sera bon pour démarrer face au Havre le vendredi 16 août à 20h45. Donc, et finalement, s'il signe, ce sera notre défenseur le plus près. Parce que Beraldo et Marquinhos ne sont toujours pas revenus. Alors, Skriniar, il est revenu, mais qu'en début de semaine. Et puis les autres, ils sont complètement out. Kimpembe, il s'entraîne même plus. Donc voilà. Par contre, comme il est équatorien, ça prend une place d'extra-communautaire. Ça, c'est important. Faut le prendre en compte, c'est difficile. Parce que, alors, souvent, les Argentins, par exemple, Alvarez, la question se pose pas parce que je crois qu'il a la double nationalité avec l'Italie, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est cool. Les Argentins, souvent, ils ont la double nationalité italienne. Les Brésiliens, la double nationalité portugaise. Là, Équateur, bon, je sais pas, mais je crois qu'il a pas la double nationalité. Donc ça prend une place d'extra-communautaire. Peut-être celle qu'Ugarte utilisait l'année dernière, puisque Manuel Ugarte est sur le départ. Hein. Pour l'instant, c'est pas bouclé, mais peut-être qu'il va libérer la place que donc William Pacho prendra. Mais voilà. C'est un transfert bon sur lequel, bien sûr, je ne me leurre pas, c'est le chapeau 2 des défenseurs au niveau européen. C'est vrai qu'on pourrait reprocher à Luis Campos d'aller mettre 40 millions alors que tu aurais pu aller le chercher l'été dernier pour 9 à Antwerp, voilà. Puisque c'est tout simplement ce qu'on a fait avec Beraldo, Moscardo, aller chercher les joueurs à la source. Donc là, c'est vrai qu'on paye un peu le prix fort du côté de Francfort. Mais bon, sinon, c'est un profil qui... J'ai la jurisprudence Thilo Kehrer. Je dois vous dire que j'ai la jurisprudence Thilo Kehrer, mais pour le poste de central gauche, je pense que ça reste quand même meilleur que tout ce qu'on a actuellement à notre disposition. Je compte pas Lucas et Kimpembe. En gros, je pense qu'il est meilleur que Beraldo. Voilà, parce que moi, les défenseurs, Beraldo est meilleur que lui à la relance, mais ça va 2 minutes, quoi. Les passes claquées, machin. Moi, je m'en branle. Je veux un mec qui a une appétence au duel. Et donc, ça, c'est vrai que ça me fait plutôt plaisir. J'ai hâte de le voir. Alors, avec Marquinhos, avec Danilo, ça paraît bizarre, mais comme Danilo est bon dans les airs, ça pourrait être une bonne complémentarité entre les deux. Si Skriniar aussi retrouve son jeu de tête. Mais voilà, je demande à voir. Après, je vais pas vous mentir, j'ai préparé la vidéo cet après-midi. Ça m'a pris plus de temps que les autres parce que le joueur, c'est vrai qu'initialement, bon, je le connaissais quasiment pas. Voilà. Les autres dossiers, c'est l'Atlético proche de finaliser. Julián Álvarez est même pas dans le cadre d'un prêt. On parle d'un transfert définitif pour 80 millions d'euros en 5 paiements. Donc c'est assez exceptionnel. Parce que l'Atlético, on sait que c'est un peu un club de rats. Là, ils ont pris Sorloth au poste de numéro 9. Raviguera, Lenormand et Gallagher. Il y a plus de 100 millions qui ont été dépensés hors Julián Álvarez. Et donc là, alors, ils financent Álvarez en vendant Omoro Dion à Chelsea pour environ 50 millions d'euros. Hein. S'ils vendent pas Omoro Dion,
ils prendront pas Alvarez. C'est vraiment la clé du deal. Voilà. Donc, c'est un jeu de domino. Mais voilà, l'Atlético me surprend parce qu'il y a 2 jours, honnêtement, quand on me disait l'Atlético veut Alvarez, je me disais, ok, ils ont des arguments. Diego Simeone, Madrid. C'est une ville qui est plutôt intéressante, Madrid, à vivre. Franchement, Madrid, c'est une ville... c'est pas Manchester. Donc, il y gagne. Surtout qu'on a entendu dans les médias qu'ils voulaient une ville ensoleillée et tout ça. Par rapport à Manchester. Bon. La communauté hispanophone argentine. On sait qu'il y a 2 pôles, par exemple, qui évoluent à l'Atlético, alors que nous, évidemment, le contexte avec les Argentins, c'est un peu plus compliqué. On a disloqué le clan argentin pour créer un clan portugais. On a les histoires du chant dans le bus, de la finale de la Coupe du Monde, machin chouette. Messi, bien sûr, Messi, qui, bien sûr, nous a pas fait une grosse pub auprès de ses partenaires en sélection, même si de l'autre côté, Di Maria peut faire notre pub. Mais voilà. Je me disais quand même qu'au final, l'argent allait avoir le dernier mot et qu'on allait aligner les biftons et avec Manchester City et avec Alvarez. Mais au final, je dois avouer que je suis plutôt surpris par l'Atlético qui aligne 80 patates comme ça. Bon, Alvarez, je pense, touchera moins là-bas que s'il était venu chez nous. Xavi Simons revient à Leipzig. Ça, c'est officiel, hein, un nouveau prêt. Bon, à part blessure, il devrait pas perdre en valeur et ça me convient. Ça me convient parce que lui prend aucun risque. On peut lui reprocher de pas aller se frotter à la concurrence parce qu'il y a des bruits qui disent que Luis Enrique... Enfin, Luis Enrique, c'est vrai, qui dit à tous les joueurs qui sont pistés et avec qui il parle qu'en fait, ils n'ont pas leur place de titulaire. Ils seront pas titulaires. Voilà, il leur dit, il y a la concurrence, vous serez pas titulaire. Et donc, c'est un discours à double tranchant parce que soit il plaît, le joueur veut se battre et comprend un peu ce que Luis Enrique veut dire par là, soit le joueur a un peu un ego et dit, ben non, j'ai pas envie, moi je veux une place de titulaire. Et je pense qu'avec Xavi Simons, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais au final, il retourne à Leipzig. C'est plutôt bien parce que il va jouer avec le même entraîneur que l'année dernière, dans le même club, le même environnement, le même système, tactique, structure, dispositif, les mêmes coéquipiers. Grosso modo, Leipzig ne font pas un gros mercato, ils changent pas grand-chose dans leur 11. Peut-être que Dani Olmo va partir, mais sinon, pas grand-chose. Donc vraiment, voilà, normalement, il devrait que faire mieux que l'année dernière, que la saison dernière, à part blessure, comme je l'ai dit. Et donc nous, ça nous permettrait d'encore mieux le vendre l'été prochain. Pourquoi pas en Première Ligue? Moi, je reste persuadé que le plan initial de Xavi Simons, c'est d'aller jouer en Première Ligue. Et donc, il a repoussé un petit peu l'échéance parce que cet été, Manchester United ne voulait pas trop dépenser. Voilà. Loïc Tandy, pareil, était un des seuls journalistes l'été dernier à nous dire si le PSG avait pu vendre à Manchester United, ça aurait été fait en 2023. Au final, avec les différentes clauses qu'on doit au PSV Eindhoven, c'est plutôt compliqué. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour continuer à développer parce que là, j'avais encore plein de trucs à dire. Mais sachant que j'ai assez peu de connexion, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que sinon, ça va mettre 15 ans à se mettre en ligne sur YouTube. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les amis.